premières informations qu'on vous donne, on a détourné ici. On n'a pas fait cela. L'exemple le plus patent, parce que nous sommes des élus, nous venons de vacances parlementaires, chacun de nous peut faire l'état des lieux de l'un des projets phares du président de la République, des 145 territoires. On a annoncé ça avec pompe, les équipes se sont déployées, la population a cru et même a renouvelé les mandats du président de la République, parfois rien que sur base de ces projets-là, en dehors de la gratuité. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, voilà, depuis 1960, nous n'avons que les infrastructures laissées par les Belges. Et voilà un président qui arrive et qui dit qu'il faut maintenant renouveler les infrastructures. Et moi, étant un député qui date de 2006, parce que depuis 2006 que je suis au Parlement, si j'ai adhéré très rapidement à la vision du président de la République, je me suis dit, bon, d'habitude, c'est le député qui achète le ciment, qui vient avec des sacs de ciment, mais voilà maintenant, le gouvernement reprend son travail et qu'il y aura des sacs de ciment et qu'on va construire les bâtiments administratifs, on va construire les écoles, on va construire les centres de santé. Même si on a inversé, on aurait dû commencer par les infrastructures routières pour aboutir aux autres infrastructures. Peu importe, mais ce qui est arrivé, ça a redonné de l'espoir à la population. Mais malheureusement, nous les élus, quand nous partons et que nous revenons, nous constatons que ce projet-là, qui est vital pour la République, bat de l'aile actuellement. Il y a des coins où nous avons suivi à la télévision que le projet a atteint la vitesse de croisière, mais il y a des coins où ça reste encore un slogan jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais nous, les élus qui sommes là, je pense qu'en tant que membres de la PNAC, c'est l'une des tâches qui nous concerne. Parce qu'en rentrant, nous devons dire que ce projet a été financé. L'argent du trésor public a été mis à la disposition de ceux qui ont gagné les marchés. Et pourquoi aujourd'hui on parle seulement de ce projet sans que nous ayons des réalisations sur le terrain? Et donc, la PNAC s'est fixé un certain nombre d'objectifs et que nous devons atteindre. Et c'est pourquoi nous, depuis 2013, nous nous sommes retrouvés certainement dans cette même capitale de Kampala, où nous avons trouvé que les autres pays, surtout les pays de la SADC, se sont impliqués dans le réseau de parlementaires africains contre la corruption. Et d'ailleurs, il y a le professeur Diallo qui, lui, est à Jakarta, dans une réunion internationale de lutte contre la corruption, qui ne concernait que le parlementaire. Il a dit, nous n'avons pas assez de temps à perdre. Vous m'accordez 20 minutes pour vous parler de la corruption. Qu'est-ce que je veux vous dire? J'ai seulement 2 mots. Et en moins de 5 minutes, vous connaissez tous, parce que vous êtes des parlementaires, l'émission d'un parlement. Vous votez les lois, vous contrôlez. Maintenant, vous qui êtes dans la salle, je vous pose la question. Est-ce que vous assurez le contrôle dans vos pays respectifs? Est-ce que le contrôle est effectif? Et on nous a demandé, quand vous allez rentrer dans vos pays respectifs, ouvrez le débat. Vous devez parler autour du contrôle. Parce que les lois existent. Même dans mon pays, tel que nous sommes ici, nous avons beaucoup de lois. Quel est le vrai problème? C'est de commencer à appliquer ces lois. Et c'est dans leur application que nous allons observer que telle loi est obsolète, telle loi est dépassée. Nous devons l'améliorer. Mais commençons d'abord par appliquer. Est-ce que chez nous, le code pénal de 1940, il existe? Est-ce que nous l'appliquons? Quand nous l'avons appliqué, quels sont les obstacles que nous avons rencontrés? Voilà donc l'objet du réseau. Le réseau comprend en fait le parlementaire uniquement. Quand je parle de parlementaire, donc les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux. Je sais que vous êtes jaloux de votre mandat. Il faut l'être. Et donc, en fonction ou honoraire, c'est ce que dit
celui qui a déjà été parlementaire, donc, peut rester dans le réseau même quand il n'est pas réélu. Et donc, il peut exercer les activités de la FNAC. Ils n'avaient pas encore repris les mandats et qu'ils ont été réélus. Nous avons dit, nous allons harmoniser à l'interne pour que les disjoncteurs et tous les autres... Avec cet observatoire, parce que j'avais suivi à la télévision qu'on aurait arrêté le président ou le directeur général. Je crois que vous allez un peu nous éclairer là-dessus pour qu'on sache concrètement comment on va travailler. Parce que c'est un terrain glissant, ce combat dans lequel nous sommes engagés. Mais il faudrait vraiment travailler avec des gens crédibles. Et nous-mêmes aussi, nous devons être crédibles, le prendre au sérieux, comme vous l'avez souligné. Donc je voudrais juste savoir un peu le partenariat qu'il y a avec la société civile, quelle structure exactement, et l'OAC, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce qu'on peut la classe? Est-ce corruption, détournement, coulage de recettes? Je vois il y a beaucoup de concepts ici. Et là, moi, je reviens sur ce que je peux appeler de petites choses, mais dans les quotidiens qui constituent un grand coulage de recettes, s'il faut appeler ça ici. Dernièrement, le chef de l'État vient de dire que le passeport revient à un rabaissé à 75 $. Au lieu de 99. Alors que nous savons tous bien que nous n'avons jamais acheté ce passeport à 99. Nous le savons bien. Le minimum pour avoir un passeport ordinaire, il faut avoir 150 $ au moins. Alors, tous ces commissionnaires-là, à commencer par l'ANER, qui est devenu comme aussi service de mobilisation de recettes. Chez ANER, on donne autant, chez tel, on donne autant, jusqu'à atteindre 150, 160, 170. Il y en a même, on vous dit que vous voulez express 250. Bon, aujourd'hui, le permis de conduire, on dit que c'est autant. Tout ce qui s'ajoute là, au-delà de ce qui est réellement exigé. Nous classons ça où? Vous vous réveillez le matin, les premières informations qu'on vous donne, on a des tournées ici. On n'a pas fait cela. L'exemple le plus patent, parce que nous sommes des élus, nous venons de vacances parlementaires, chacun de nous peut faire l'état des lieux de l'un des projets phares du président de la République, des 145 territoires. On a annoncé ça avec pompe, les équipes se sont déployées, la population a cru et même a renouvelé les mandats du président de la République, parfois rien que sur base de ces projets-là, en dehors de la gratuité. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, voilà, depuis 1960, nous n'avons que les infrastructures laissées par les Belges. Et voilà un président qui arrive et qui dit qu'il faut maintenant renouveler les infrastructures. Et moi, étant un député qui date de 2006, parce que depuis 2006 que je suis au Parlement, si j'ai adhéré très rapidement à la vision du président de la République, je me suis dit, bon, d'habitude, c'est le député qui achète le ciment, qui vient avec des sacs de ciment, mais voilà maintenant, le gouvernement reprend son travail et qu'il y aura des sacs de ciment et qu'on va construire les bâtiments administratifs, on va construire les écoles, on va construire les centres de santé. Même si on a inversé, on aurait dû commencer par les infrastructures routières pour aboutir aux autres infrastructures. Peu importe, mais ce qui est arrivé, ça a redonné de l'espoir à la population. Mais malheureusement, nous les élus, quand nous partons et que nous revenons, nous constatons que ce projet-là, qui est vital pour la République, bat de l'aile actuellement. Il y a des coins où nous avons suivi à la télévision que le projet a atteint la vitesse de croisière, mais il y a des coins où ça reste encore un slogan jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais nous, les élus qui sommes là, je pense qu'en tant que membres de la FNAC, c'est l'une des tâches qui nous concerne. Parce qu'en rentrant, nous devons dire que ce projet a été financé. L'argent du trésor public a été mis à la disposition de ceux qui ont gagné les marchés. Et pourquoi aujourd'hui on parle seulement de ce projet sans que nous ayons des réalisations sur le terrain?
Et donc, la PNAC s'est fixé un certain nombre d'objectifs et que nous devons atteindre. Et c'est pourquoi nous, depuis 2013, nous nous sommes retrouvés certainement dans cette même capitale de Kampala, où nous avons trouvé que les autres pays, surtout les pays de la SADC, se sont impliqués dans le réseau de parlementaires africains contre la corruption. Et d'ailleurs, il y a le professeur Diallo qui, lui, est à Jakarta, dans une réunion internationale de lutte contre la corruption, qui ne concernait que le parlementaire. Il a dit, nous n'avons pas assez de temps à perdre. Vous m'accordez 20 minutes pour vous parler de la corruption. Qu'est-ce que je veux vous dire? J'ai seulement 2 mots. Et en moins de 5 minutes, vous connaissez tous, parce que vous êtes des parlementaires, l'émission d'un parlement. Vous votez les lois, vous contrôlez. Maintenant, vous qui êtes dans la salle, je vous pose la question. Est-ce que vous assurez le contrôle dans vos pays? Est-ce que le contrôle est effectif? Et donc, en fonction ou honoraire, c'est ce que disent les statuts du réseau, que celui qui a déjà été parlementaire donc peut rester dans le réseau même quand il n'est pas réélu. Et donc il peut exercer les activités de la PNAC. Le président, c'est moi, votre humble serviteur. Nous avons l'honorable Maombi Kachongi Sosten. Il est empêché, il est dans une réunion, il va nous rejoindre incessamment. Les collègues Tsumbu Muntu Kalavo Pierre, il était encore dans le Congo central, il n'a pas encore arrêté ses vacances parlementaires. Il y a Madame l'honorable Kavira Katachus Ire Janine, qui est la questeur. Donc, elle a choisi, elle, de gérer l'argent. En tout cas, elle a dit qu'elle va monter chez vous au bureau, honorable rapporteur, pour que vous mettiez les moyens, surtout libérer d'abord nos 315 millions et puis nous donner d'autres moyens pour que nous soyons effectifs. L'honorable Bindu Changata Victor, qui est le rapporteur adjoint à ma droite, l'honorable Kambale, je l'ai vu, il était là. Oui, je suis là. Il est là. Ah, je suis là. Voilà. L'honorable Kambale, lui, s'occupe de la commission de stratégie. Donc, lui, c'est un stratège. L'honorable Bangaï Patrick, lui qui s'occupe de la commission politico-juridique, et l'honorable Tunda Kassongo Lokali Prosper, qui s'occupe de médias. Voilà donc que nous avons mis sur place depuis le mois de décembre. Et c'est comme ça maintenant que nous avons... Ils n'avaient pas encore repris le mandat et qu'ils ont été réélus. Nous avons dit, nous allons harmoniser à l'interne pour que les disjoncteurs et tous les autres... Avec cet observatoire, parce que j'avais suivi à la télévision qu'on aurait arrêté le président ou le directeur général. Je crois que vous allez un peu nous éclairer là-dessus pour qu'on sache concrètement comment on va travailler. Parce que c'est un terrain glissant, ce combat dans lequel nous sommes engagés. Mais il faudrait vraiment travailler avec des gens crédibles. Et nous-mêmes aussi, nous devons être crédibles, le prendre au sérieux, comme vous l'avez souligné. Donc je voudrais juste savoir un peu le partenariat qu'il y a avec la société civile, quelle structure exactement, et l'OAC, où est-ce que nous en sommes? Ce ne sont pas venus le firmer. Voilà, filmé. Membre d'une assemblée nationale, donc des députés, qui travaillent dans l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vraiment clair dans les têtes de toutes nos têtes ici? C'est vraiment très clair notre façon de travailler, notre interface, ou je ne sais pas comment, de liaison avec l'Assemblée nationale, avec les bureaux de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est très clair dans nos têtes? Est-ce que les matières sur lesquelles nous devons agir sont vraiment clairement définies dans nos têtes? Il y a peut-être des collègues qui ont eu des formations ou une remise à niveau par rapport à la PNAC,
Moi, je n'ai jamais eu cette chance-là. Mais tel que je viens de suivre les choses ici, j'ai l'impression qu'il y a ici des concepts qui doivent être clarifiés et qui doivent être compris par tout le monde de la même manière. La corruption, c'est vrai, la corruption, mais c'est vaste. Qu'est-ce que nous mettons dans la classe de corruption, etc. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Donc, il y a je viens de dire qu'il faut que certains contextes soient vraiment clarifiés, que tout le monde ait la même compréhension des choses, mais qu'il faut aussi les formalismes bien clarifiés pour que nous sachions notre mode opératoire. Parce que j'ai suivi ici, vous avez suivi avec moi qu'il y a eu beaucoup de choses pertinentes et importantes qui ont été soulevées, mais qui vont dans les divers sens. Côté justice, côté vol, côté etc. etc. Quel devrait être notre mode opératoire? Je me pose cette question. Où est-ce qu'on peut la classer? Est-ce corruption, détournement, coulage de recettes? Je vois il y a beaucoup de concepts ici. Et là, moi, je reviens sur ce que je peux appeler de petites choses, mais dans le quotidien, qui constituent un grand coulage de recettes, s'il faut appeler ça ici. Dernièrement, le chef de l'État vient de dire que le passeport revient à un rabaissé à $75. Au lieu de 99. Alors que nous savons tous bien que nous n'avons jamais acheté ce passeport à 99. Nous le savons bien. Le minimum pour avoir un passeport ordinaire, il faut avoir $150 au moins. Alors, tous ces commissionnaires-là, à commencer par l'ANER, qui est devenu comme aussi service de mobilisation de recettes. Chez ANER, on donne autant, chez tel, on donne autant, jusqu'à atteindre 150, 160, 170. Il y en a même, on vous dit que vous voulez express 250. Bon, aujourd'hui, le permis de conduire, on dit que c'est autant. Tout ce qui s'ajoute là, au-delà de ce qui est réellement exigé. Nous classons ça où? Des affaires foncières. On vous dit que c'est $100. Mais il y a des gens qui déboursent des milliers de dollars. Et vous ne pouvez même pas l'acquérir à $100. Alors qu'officiellement, on vous dit que ce document-là coûte $100. Donc, vous comprenez directement qu'en adhérant à la PNAC, vous avez beaucoup de travail. Vous avez du pain sur la planche. Alors, que ce soit... Il y a un enfant que j'ai suivi à la radio au Capi ou à la radio Top Congo. Cet enfant-là est à l'école primaire. Il s'est étonné, il dit, mais lui ne comprend rien. Quand un homme politique prend de l'argent de l'État et il s'en sert de manière indue, on parle de détournement. Mais quand il y a un gars dans la rue qui pique le téléphone d'autrui, on parle de vol. Alors lui, il s'inquiétait et il a posé la question de savoir, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit retenir lui? Parce que pour les hommes politiques, protégés, bien gardés, eh bien, on parle de détournement. Et donc, je joins à cette question que nous disons que tout cela, tout ce qui ne permet pas à ce que nous puissions nous retrouver dans la voie légale, tout ce qui perturbe et tout ce qui creuse, tout ce qui ronge n'a pas droit de citer. Et tout cela entre dans le cadre de la corruption. Celui qui doit être dans une commission ou un réseau. Donc en dehors d'être membre du bureau, j'étais d'abord membre de la PNAC. J'ai toujours été très engagé dans la lutte contre la corruption. Donc quand on doit discuter, échanger sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre ce gangrène, c'est ça qui gangrène la société congolaise. Donc je suis toujours là. Donc je suis venu répondre à l'invitation, notre invitation du réseau. Aujourd'hui c'était la première réunion pour la reprise des activités. C'était très intéressant. En tant que membre de cette structure, la structure peut compter sur vous pour un plaidoyer au niveau du bureau? Absolument, comme je suis non seulement membre de la structure et aussi membre du bureau, je serai toujours disponible pour accompagner l'association. C'est notre structure, c'est notre réseau. Ça va de soi. Merci, honorable. C'est moi. Au sorti de cette réunion.
Bien, merci Madame le journaliste. Je crois que c'est une réunion importante d'échange d'informations parce que les députés et les sénateurs qui doivent lutter contre la corruption doivent être informés sur cette corruption, sur le mode opératoire et sur le fait de corruption que nous sommes en train de vivre, surtout aujourd'hui, en cette période où notre pays connaît une guerre d'agression. Et donc, si nous nous sommes retrouvés, c'est surtout dans le cadre de prévoir ce qui peut permettre le renforcement des capacités des élus du peuple, parce que la gouvernance dans notre pays pose de sérieux problèmes. Je vais prendre un cas qui a été évoqué en plénière. Le fait de rouler dans le sens inverse sur la route de Kinshasa. Vous savez que les lois sont faites pour tout le monde et que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi doivent être des modèles. Mais nous remarquons aujourd'hui que c'est le peuple qui souffre et ceux à qui ils ont confié le pouvoir pour nous gérer, ce sont ceux-là qui violent le texte des lois. C'est aussi une forme de corruption et que les députés ont évoqué ce genre de problème, d'ailleurs qu'ils vont aborder dans les jours qui viennent pour que tout le monde soit respectueux de la loi. Un collègue même a dit que ceux qui violent ces textes peuvent permettre de renflouer les caisses de l'État dans le cadre des amendes transactionnelles. Non seulement ça, ils sont revenus par exemple sur le fait que l'argent a été détourné. Les problèmes par exemple de forage et de lampadaires. Les députés constatent que la justice n'aide pas dans la lutte contre la corruption. Parce que les fonds du Trésor sont sortis du Trésor. Les travaux ne sont pas terminés. Le forage n'existe pas. Les lampadaires inexistants. Mais on blanchit les gens. Ce dossier-là n'est pas clos. Les réseaux de parlementaires vont les susciter et demander des comptes à la justice. Parce que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'il n'y aura pas de sanctions négatives, les gens risquent de croire qu'on va à Makala pour 2 jours, le lendemain on rebondit et on commence à donner des leçons. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là sur lesquels nous avons réfléchi pour voir demain, le lendemain, comment on va renforcer les capacités des députés et qu'ils se mettent sur le terrain pour aider à améliorer la gouvernance de notre pays. Honorable, vous venez de relancer les activités pour cette session de mars. Pouvez-nous avoir juste une idée sur le chronogramme de vos activités pendant cette session? Bien, nous ne pouvons pas vous donner un chronogramme qui risque de ne pas être accepté, qui risque de ne pas être respecté. Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant est que nous allons nous en remettre d'abord à notre bureau. On va travailler avec le bureau et une fois que nous aurons arrêté un calendrier, nous reviendrons vers vous pour vous dire chaque fois que nous aurons d'activité que vous puissiez nous accompagner. Okay, merci. La lutte contre la corruption. Donc, ce qui est important, c'est que c'est le député qui fait des lois. C'est le député qui est l'initiateur des lois. Donc, si le député n'est pas impliqué dans cette organisation, ça ne peut pas marcher. Mais je crois qu'il y a beaucoup de matière importante à traiter. Je suis d'accord. Quel est l'impact de votre travail sur le vécu quotidien de la population? Le travail de la PNAC, bien entendu. Non, là, vraiment, nous devons de mettre en place un système, un programme de travail. Et nous nous sommes dit qu'il faut que nos idées descendent jusque dans nos circonscriptions électorales. Parce que ça ne sert à rien de décider de prendre des mesures ici, alors que la corruption commence déjà là-bas, dans les villages. Donc nous allons peut-être déployer les députés, membres de la PNAC, dans les circonscriptions électorales, si les moyens sont mis à notre disposition, pour essayer d'implanter les idées de la lutte contre la corruption à tous les niveaux, en commençant par les niveaux les plus bas.